Bonjour à tous. Donc, je suis Sandrine Forzy. Je travaille à la ville de Lille à la direction du renouvellement urbain et j'ai la chance de me dédier au développement de l'agriculture urbaine dans les quartiers en renouvellement urbain de la ville de Lille. Je vais plutôt vous présenter la méthode de projet qu'on met en place pour monter donc un projet de ferme urbaine sur Concorde, qui est l'un des gros quartiers en renouvellement urbain à Lille. Plutôt m'axer sur la méthode de manière humble que sur le projet en soi qui est en cours de construction. Ce qui me semble intéressant, c'est de vous montrer comment on accompagne vraiment la création de cette ferme urbaine. Donc, on est sur un secteur qui s'appelle Concorde, qui est situé dans un quartier de Lille qui s'appelle Faubourg de Béthune, qui est un quartier de Lille intramuros, tout près des axes de métro, très bien desservi. Un quartier d'habitat social construit à la fin des années 50 et qui connaît tout un tas de problématiques qu'on connaît de manière classique dans ces quartiers. Il y a 4500 habitants qui habitent là. Et donc, ce projet est inscrit au NPNRU et va connaître des transformations très lourdes sur les 15-20 prochaines années. Et ce qui caractérise ce projet de renouvellement urbain, c'est la démarche de santé environnementale qui l'accompagne, puisque la ville de Lille a souhaité, au regard des nuisances très fortes qui sont liées à la présence de l'autoroute qui borde le quartier, là, comme on le voit sur l'image, la ville de Lille a souhaité avoir une attention et des moyens dédiés sur la santé environnementale pour accompagner ce renouvellement urbain. Donc, on est lauréat du programme d'investissement d'avenir Ville durable et solidaire, qui est un dispositif piloté par l'ANRU qui nous permet d'avoir des moyens dédiés en ingénierie, mais aussi en investissement, en études pour mener cette démarche de santé environnementale. Donc, dans cette démarche de santé environnementale, il y a plusieurs axes autour de la qualité de l'air, du bruit, etc. Et il y a un axe sur l'agriculture urbaine et l'alimentation que donc je pilote au sein de ce projet. Je précise ici que mon poste, du coup, est financé complètement par le PIA Ville durable et solidaire et on voit comment ce type de financement peut générer l'opportunité d'avoir de l'ingénierie au sein de la ville sur un sujet très nouveau et qui est encore assez peu structuré finalement au niveau des politiques publiques de la ville de Lille. Donc, pour aller plus précisément, petit à petit, plus précisément sur le projet, on a vous expliquer la méthode qu'on utilise. Cette méthode d'expérimentation dont je vais vous parler après, elle se justifie par une analyse assez poussée des contraintes et des ressources auxquelles on doit faire face pour mener ce projet d'agriculture urbaine. Je ne vais pas toutes les détailler, mais on se situe donc en termes de contraintes insérées dans un projet urbain, comme je viens de le dire, donc avec des temporalités qui dépassent largement le projet d'agriculture lui-même en termes de mise à disposition de terrain, de réglementation, de ZAC, de tout plein d'histoires d'urbanisme qui dépassent largement le temps du projet d'agriculture urbaine lui-même. On est sur un territoire donc, qui est occupé. On n'est pas sur une friche, on est sur un territoire où il y a déjà beaucoup d'autres usages, qui est dense, avec des usages plus ou moins faciles à gérer, comme vous pouvez l'imaginer. On est sur un quartier avec une forte mobilité des habitants qui a déjà démarré avec beaucoup de relogements en cours. Des faibles niveaux de ressources, évidemment, ce qui interroge très fort la question du modèle économique de la ferme urbaine qui va pouvoir être créée et évidemment du prix des légumes qui pourra être fixé tout en restant accessible aux habitants. On a des enjeux aussi, comme quasi tous les projets d'agriculture urbaine, de contamination du site, que ce soit au niveau du sol ou de l'air avec l'autoroute qui est juste à côté. Et un jeu d'acteurs au niveau local, comme quasiment toujours aussi en ville, qui est compliqué, qui est très dense, avec beaucoup d'associations historiques présentes, mais à la fois un avantage et à la fois un enjeu, un sujet qui demande à être géré en soi. Et puis, à l'échelle plus large, ça ne concerne pas que le quartier, on sait qu'on est aussi en agriculture urbaine sur des modèles économiques qui restent très fragiles, qui sont propres à chaque projet finalement. On ne peut pas appliquer une recette
qui marchera forcément sur Concorde. Il faut qu'on trouve un modèle vraiment adapté à ce contexte. En ressources et opportunités, on a la chance d'être inscrit, comme je vous le disais, d'avoir un projet d'agriculture urbaine qui est inscrit dans un projet urbain plus vaste, donc avec 1 hectare de terrain qui est sécurisé dans le plan guide et 4500 m² dès aujourd'hui disponibles en phase transitoire. Ce n'est pas tous les jours à Lille, qui est une ville très dense, qu'on a l'opportunité d'avoir 1 hectare qu'on peut dédier au milieu de la ville à ce sujet-là. Donc, ça, c'est là où le renouvellement urbain est vraiment un levier. On a, comme je le disais, une forte dynamique associative. On est en pleine ville avec beaucoup de consommateurs autour. On a des financements PIA assurés qui vont donc pouvoir soutenir une partie de l'investissement sur la ferme urbaine. Et puis, le fait qu'on soit un projet très, très nouveau, très inédit, à la fois à l'échelle lilloise et métropolitaine, crée aussi un fort intérêt des partenaires qui est très porteur. Et à l'échelle plus de la demande sociale et des politiques publiques, on voit que de plus en plus, le sujet de l'alimentation, l'agriculture en ville donne envie, suscite de l'intérêt, et qu'on a des outils à disposition qui se structurent très fort depuis très peu de temps, finalement, avec le projet alimentaire territorial de la métropole, par exemple, ou encore tous les appels à projets qu'on voit dans le cadre du plan de relance du gouvernement, qui forment un contexte de plus en plus favorable pour le développement de ce projet. Donc les objectifs qu'on s'est fixés sur Concorde, c'est d'accompagner la création d'une ferme multifonctionnelle. On n'a pas inventé l'eau tiède, hein, c'est souvent comme ça, les fermes en ville. L'idée, c'est de faire en sorte que cette ferme urbaine, elle soit à la fois support de nouvelles opportunités pour les habitants, avec l'enjeu de créer des parcours d'insertion et d'emploi, donc la création d'emplois en insertion dans cette ferme, l'amélioration des conditions d'alimentation, les questions évidemment de reconnexion à l'agriculture, à la nature, etc. Et puis, on souhaite aussi penser cette ferme urbaine comme le support de nouveaux services urbains. Et là, on travaille sur des enjeux plus larges, plus urbains, de biodiversité, d'aménagement paysager, comment cette ferme va structurer une partie de l'aménagement paysager de ce nouveau quartier, d'adaptation au changement climatique avec plein de questions qui se posent, notamment sur la gestion de la serre, etc. Et évidemment, il y a la question du rayonnement du quartier aujourd'hui, qui est l'un des enjeux forts du renouvellement urbain en général, et cette ferme doit aussi contribuer à donner un nouveau rayonnement à ce quartier Concorde. Je vais m'attarder un peu plus sur cette diapo, donc qui explique comment on s'y prend pour atteindre ces objectifs dans ce contexte qui est quand même, vous l'aurez compris, assez contraint. Il faut savoir qu'initialement, donc comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de politique publique déjà structurée sur l'agriculture urbaine qui prévaut, qui est préalable à ce projet-là qu'on monte. Et donc, à l'origine, la ville avait envie de faire l'agriculture urbaine sans trop savoir ce que c'était, sans savoir qui sont les acteurs, les opérateurs de la région capables de se positionner, avec une idée finalement assez floue de comment ça peut fonctionner. En plus, dans la région Hauts-de-France, c'est particulièrement peu structuré, le secteur de l'agriculture urbaine pour l'instant. Donc, le choix qui a été fait par la ville, c'est de lancer un appel à manifestation d'intérêt en 2018, qui a été écrit vraiment de manière très, très light pour dire, voilà, qui veut partir. Il y a cet enjeu sur ce quartier, il y a ces envies, qui veut travailler avec nous là-dessus. On a eu plein de réponses très variées, depuis l'habitant jusqu'à la grosse entreprise, en passant par des assos. Et c'est sur cette base qu'on a défini ensuite avec eux, en animant des réunions de travail avec les acteurs qui avaient répondu, qu'on a défini une méthode pour monter opérationnellement ce projet. Et donc cette méthode, elle se base sur une phase d'expérimentation et de co-construction qui est longue, qui a démarré en 2019 et qui s'appuie sur 2 grosses briques, la brique sensibilisation et mobilisation des habitants et la brique activité économique. Sensibilisation et mobilisation des habitants, c'est un sujet qui est au cœur de
cœur du projet. On est très conscient que l'agriculture urbaine, ce n'est pas une demande locale à l'origine. On ne part pas d'une volonté des habitants ou des associations du quartier de travailler là-dessus. Et du coup, ça explique qu'on doit passer beaucoup de temps aujourd'hui à faire ce travail de sensibilisation pour expliquer ce que c'est et donner envie aux acteurs locaux et aux habitants de contribuer à ce projet d'agriculture urbaine. Concrètement, on a monté un appel à projet depuis 2 ans qui permet de financer des associations du quartier et des associations expertes en agriculture urbaine qui sont extérieures au quartier pour qu'ils travaillent ensemble sur Concorde sur des actions de sensibilisation. Et on a aussi tout un travail sur le réaménagement des jardins familiaux et partagés qui existent déjà dans le quartier, mais qu'on est en train de refonder pour les améliorer et les rendre plus à jour sur les questions de gestion de l'eau, etc. Donc ça, c'est une partie du sujet agriculture urbaine dans sa dimension citoyenne et qu'on essaye d'articuler avec la partie agriculture urbaine à vocation professionnelle, économique, où là, on va tester pendant 3 ans un site, une exploitation de maraîchage en permaculture sur 4500 mètres carrés en mode gestion transitoire, c'est-à-dire qu'on a un terrain qui est disponible maintenant et qui demain pourra s'étendre sur 1 hectare d'ici 3 à 4 ans. Et donc, l'idée, c'est de tester le modèle de ce site pilote et de voir ce que ça peut donner dans 3-4 ans. Et ce qui est important, donc c'est un acteur de l'insertion par l'activité économique qui va prendre en charge cette partie-là du projet. Je vais y revenir après un peu plus. Mais ce qui est surtout important de dire, c'est que toute cette phase d'expérimentation, elle est accompagnée par un bureau d'études qui s'appelle Opteos et qui vient assurer le fait qu'on monte ce projet avec le plus de parties prenantes possible. Enfin, ce n'est pas le plus possible, mais en tenant compte des différentes parties prenantes qui vont pouvoir s'associer autour de ce projet de ferme. On est convaincu que sur un quartier pareil en particulier, avec beaucoup d'enjeux d'acteurs, beaucoup de dynamiques déjà en place, et au regard aussi de la fragilité des modèles économiques en agriculture urbaine, on pense que la seule façon de construire un modèle qui va tenir dans le temps, c'est de le faire avec une diversité d'acteurs et de complémentarité entre les différentes parties prenantes. Donc, on se fait accompagner par ce bureau d'études qui permet aussi d'avoir un tiers médiateur neutre qui casse un peu le schéma, la ville d'un côté, les opérateurs de l'autre, et qui permet de mettre tout ça en dialogue dans un cadre clair, avec des règles claires et avec un espace donné à chacun pour exprimer ses intérêts, ses enjeux. Et donc, Opteos s'appuie sur la méthode du dialogue territorial pour mettre en place ce dialogue, justement. Et puis, l'autre référence d'Opteos, c'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et c'est ce cadre de référence pour construire le modèle économique qui est fondé sur, à nouveau, la recherche de valorisation de toutes les externalités et les effets leviers de la ferme qui vont être valorisés dans le modèle économique. Pardon, ma phrase n'est pas très claire. Ouais, mais l'idée, c'est d'élargir la réflexion pour ne pas se dire juste on va produire des carottes, on va les vendre, on va produire des formations, on va les vendre, et de réfléchir comme ça, mais d'être sur une logique beaucoup plus intégrée et coopérative dans le modèle. Donc, ça commence maintenant, ce travail-là. Donc, je n'ai pas encore de résultats à fournir là-dessus, mais je trouve que c'est assez intéressant. Et pendant cette expérimentation aussi, on a un protocole de recherche qui est en cours et qui permet d'avoir une attention particulière sur les questions d'impact de la contamination atmosphérique sur les cultures. C'est un sujet qui est peu étudié pour l'instant globalement en France. Autant les études sur le sol, on sait à peu près comment s'y prendre et quelles sont les recommandations. Autant sur la contamination atmosphérique, on a peu de données. Donc, on travaille avec un labo pour avoir des recommandations, un plan de gestion des risques sur ces questions. Et donc, tout ça doit monter en mayonnaise et créer d'ici 3-4 ans un modèle validé par tous, les institutions, les assos, les opérateurs,
sur ce que c'est que ce projet à terme de ferme urbaine, qu'est-ce que c'est que ce modèle pérenne qu'on veut créer. Et donc, ce modèle se déploiera à partir de 2024-2025. Et donc, on voit que le rôle de la ville va évoluer pendant ce temps en passant d'impulsion à partenaire. J'ai l'impression que je parle beaucoup. Petit focus sur le site pilote, donc, qui est ce site qu'on va mettre à dispo pour 3 ans. On va être donc sur une ferme en micro-maraîchage biologique, comme je vous disais, à vocation productive et participative. On aura sur 4500 m² une serre agricole simple, serre démontable de 900 m². Il y aura l'installation d'une petite base vide, d'une mare, l'arrivée de réseaux et l'apport de terre végétale propre. Il est prévu de produire des légumes diversifiés, de les vendre en priorité sur place et de vendre aussi des services, essentiellement des formations, et de proposer aussi des activités gratuites sur le quartier. Donc, l'activité va se financer sur un modèle hybride, comme toujours en agriculture urbaine, avec à la fois des produits issus de la vente des produits et des services, mais aussi les aides au poste liées à l'insertion par activité économique et des subventions publiques et privées. Il est prévu la création de 6 postes en CDDI, donc en contrat à durée déterminée d'insertion, pour faire tourner ce site, plus 2 permanents. Et le terrain sera mis à disposition par la ville, donc c'est sur le domaine public de la ville, via une convention d'occupation temporaire pour 3 ans. Là, je vous ai mis un plan, mais on pourra y revenir si ça ne vous intéresse pas forcément là de loin comme ça. Et puis, voilà, j'en dis pas beaucoup plus, je préfère plutôt qu'on ait le temps de discuter si vous avez des questions. Là, j'ai juste mis quelques références qui sont hyper intéressantes pour savoir comment on monte des projets, quelles sont les contraintes réglementaires notamment liées au montage de projets en agriculture urbaine. Et il y a en particulier, je vous recommande le guide en rue agriculture urbaine dans les quartiers en renouvellement urbain. Enfin, pour ceux dont les sujets se situent en renouvellement urbain, c'est vraiment un guide très, très pédagogique, très intéressant, qui aborde des questions aussi du modèle économique, de l'écosystème d'acteurs, enfin, une vision assez globale des enjeux agriculture urbaine, au-delà des seuls enjeux réglementaires. C'est intéressant. Merci beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup et merci beaucoup pour ces ressources. On les avait pas toutes partagées, mais on va les reprendre et on les mettra sur la page dédiée du site internet du RTES. J'avais déjà partagé effectivement le guide de l'ANRU sur l'agriculture urbaine, qui est effectivement très bien fait, et le PowerPoint, je pense que si Sandrine en est d'accord, nous pourrons également le partager ensuite sur la page dédiée au retour sur cette conférence. Je suis désolée parce que voilà, suite à un enchaînement de plantage d'ordinateur, j'ai pris en cours, je suis vraiment navrée, mais je sais que la présentation de Sandrine était très complète. Je vois une question par rapport à l'appel à projet Quartier Fertile de l'ANRU. Je crois que tu en as quand même dit un mot, Sandrine, mais peut-être… Non, j'en ai pas parlé, mais oui, je d'accord. m'attendais à ce que ça tombe. C'est quoi la question? Avez-vous répondu à l'appel à projet Quartier Fertile de l'ANRU? Oui. Alors, en fait, donc sur ce sujet Concorde, non, parce que, comme vous l'avez compris, on a été déjà financé par le PIA Ville durable et solidaire. Mais ça nous a servi de terrain pour se sensibiliser à l'agriculture urbaine et avoir envie de développer sur d'autres quartiers. Donc oui, on a répondu à Quartier Fertile avec la métropole de Lille et donc d'autres villes au sein de la métropole. Et on est lauréat là, de la première vague de l'appel à projet, donc on va pouvoir élargir la création de projets d'agriculture urbaine sur 3 autres quartiers à Lille en renouvellement urbain. Très bien, merci. Et j'en profite, ça faisait partie des petits mots que je voulais dire en introduction, mais pour dire qu'effectivement, il y a en ce moment cet appel à projet de l'ANRU sur les quartiers fertiles, et puis il y a aussi l'appel à projet dans le cadre du plan France Relance sur les jardins partagés.
Voilà, là aussi, on a mis les liens sur la page. Donc on voit effectivement que, côté, enfin voilà, qui sont vraiment dans le cadre de la feuille de route, du gouvernement sur, la politique de la ville. Il y a aussi une question peut-être, d'ailleurs un commentaire de Philippe Mingot du conseil départemental du Val-de-Marne sur, les études, sur des études faites à Berlin sur les pollutions atmosphériques, proches des routes. Et il donne une information selon laquelle AgroParisTech a des informations et que la bande de sécurité est de 15 à 30 mètres par rapport à l'autoroute. Peut-être par rapport au quartier Concorde, Sandrine, à quelle distance vous êtes alors c'est pas à l'autoroute, mais Si, on est tout près de l'autoroute. Alors en nombre de mètres, on doit être à 50 mètres à peu près, mais en fait, il y a un talus qui sépare, il y a un talus, même une butte, on parle de butte paysagère qui sépare le quartier de l'autoroute et qui va être remodelé là pour aussi avoir des fonctions acoustiques plus efficaces que ce que c'était jusqu'ici. Mais l'idée avec l'étude qui est en train d'être menée, c'est aussi de voir précisément ce qui peut être cultivé plutôt dehors, plutôt sous serre, plutôt en pleine terre, etc. Et d'avoir en pleine terre, oui, je veux dire en légumes, légumes comment on appelle ça, légumes racines ou légumes feuilles, d'avoir une lecture assez fine par légume et par façon de cultiver des risques que ça représente et du coup, dans le modèle qui se déploiera dans 3-4 ans, d'être pleinement conscient des risques que ça représente et d'adapter au maximum le modèle de culture à tout ça. OK. Alors, il y a 2 autres questions et après on passera la parole à Julien de Benito. Mais elles ont leur importance. Une question de Charlotte Cabrobo qui porte sur la mobilisation citoyenne et des habitants. Est-ce qu'elle est, importante? Sont-ils intéressés? Et comment ont-ils été associés? Et une autre question sur les acteurs qui accompagnent, le projet, tous les partenaires, notamment la structure d'insertion par l'activité économique et le bureau d'études. Est-ce qu'ils sont spécialisés sur les questions d'agriculture urbaine? Ouais, alors sur la mobilisation des habitants, très honnêtement, au début, ça a été très difficile. Comme on arrive un peu avec nos gros sabots, l'agriculture urbaine, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a quand même une grosse défiance. Alors, pas tant des habitants, parce que en fait, c'est compliqué de savoir ce que les habitants pensent en général, ils sont quand même des milliers, mais des associations de quartier qui disent parler au nom des habitants. On n'a pas été accueillis, oui, ce projet-là n'a pas été accueilli à bras ouverts dès le démarrage. Et des concepts nouveaux comme ça, qui ne sont pas si nouveaux que ça finalement, mais qui ont l'air nouveaux, parce qu'agriculture urbaine, ça fait un peu peur, etc. On n'arrivera pas à mobiliser. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur des temps concrets de mobilisation. Donc, par exemple, c'est des choses très précises. Déjà, on a aménagé avec une asso du coin un jardin, un petit jardin avec des bacs pour faire pousser des légumes dedans. Un jardin très humble, tout simple, qui est ouvert à tout le monde dans le quartier. Tout le monde nous avait dit non, mais ça va se faire cramer en 2 secondes. En plus, vous utilisez du bois. Et en fait, pas du tout. Ce jardin est tout à fait respecté. Les gens viennent petit à petit, viennent discuter, viennent filer des coups de main. Et en fait, c'est par l'exemple, en montrant ce que ça peut être, que le fait de cultiver en ville, qu'on arrive à mobiliser. C'est comme ça que ça marche. Et qu'on trouve en effet des gens qui ont très, très envie de participer. Et pourquoi ce jardin a bien tenu, c'est parce qu'aussi on a travaillé très en lien avec une asso qui était juste là en pied d'immeuble devant le jardin et qui a trouvé que c'était intéressant pour son public. Et voilà. Et donc il y a une forme de surveillance, de contrôle social aussi autour de cet espace qui tient. On a aussi organisé une visite, ça a marché plusieurs, mais dont une où on est sorti de l'île, on allait voir à Grande-Synthe, une ville de la région Hauts-de-France qui est très exemplaire sur les questions d'agriculture urbaine populaire.
et citoyenne. Et on a pris un bus, puis on a proposé à ceux qui voulaient de venir faire cette visite avec nous. Ça a été un moment hyper important pour sortir un peu des postures institutionnelles, enfin, des postures de jeu d'acteurs, et avoir des vraies discussions avec les habitants sur la réalité de ces sujets. Et ça a donné très envie à des habitants de le faire chez eux. Et puis, voilà, enfin, il y a plein de façons comme ça, mais ça passe par, on mobilise en essayant d'avoir des actions très concrètes où on met les mains dedans. On va aussi voir les jardins lillois qui existent. Mais voilà, mais c'est un travail de longue haleine. Et évidemment, le confinement nous a énormément freiné dans ce processus. Mais bon, je ne vous apprends rien en disant ça. Et pardon. Et après, sur l'autre question, est-ce qu'ils sont spécialisés en agriculture urbaine? Alors, c'est vrai que nous, dans le coin, on n'a pas beaucoup d'opérateurs vraiment spécialisés. La structure d'insertion par activité économique qui va assurer l'exploitation du site pilote, c'est un acteur qui a de l'expérience en maraîchage, mais plutôt périurbain, pas sur ces méthodes de production hyper intensive en permaculture. Ils n'ont pas cette compétence technique-là. Ceci dit, ils savent ce que c'est que du maraîchage, que la production de légumes, la vente, etc. Et donc, ils sont associés à une entreprise privée qui a beaucoup d'expérience là-dessus et qui vient sur le micro-maraîchage intensif et qui vient les accompagner techniquement précisément sur cette partie technique du maraîchage. Et le bureau d'études avec lequel on travaille, qui s'appelle Opteos, ils ont des consultants qui eux-mêmes ont monté des projets d'agriculture urbaine plutôt en Belgique. Et sachant qu'à Bruxelles, il y a une politique très intéressante, beaucoup plus ancienne qu'ici. Qui fait que Avignon, en tant que telle, est la première ville en France en termes de degré d'autonomie alimentaire, parce qu'elle se fournit localement principalement en légumes et en fruits pour plus de 25% dans ses pourtours. Ce n'est pas le cas sur la viande, ce n'est pas le cas sur les légumineuses ou les céréales, où on va aller un peu plus au nord. Mais voilà, donc Avignon, c'est une terre agricole en partie, sur le territoire du Grand Avignon. Sur le territoire du... Comment on fait pour passer? Pardon. Alors, normalement, c'est sur votre outil. Voilà, le territoire du Grand Avignon. Le problème, c'est que j'ai les écrans à l'endroit où j'ai la flèche pour faire passer les... le territoire du Grand Avignon, il va d'Entresse-sur-la-Sorgue jusqu'à la Durance. Il ne prend pas les nord du Bouches-du-Rhône. De Rochefort-du-Gard jusqu'à Caumont-sur-Durance. C'est 16 000 hectares en agricole. Voilà. Et la ville en elle-même concentre 70% des logements sociaux de l'agglomération. Rien, puisqu'on parle de projet de rénovation urbaine. 70%, elle a 32% sur la ville, 32% de logements sociaux, donc largement au-dessus du SRU. 32%, c'est une ville pauvre, on est la 11e ville la plus pauvre de France, avec cette tradition reliée quand même à toute l'économie agricole du Vaucluse. Donc si on rentre un peu dans les détails, là vous avez en jaune tous les quartiers qui vont être dessinés par l'ANRU, par le projet de rénovation urbaine. Ce sont des quartiers donc à très fort pourcentage de logement social, entre 60 et 70%. En tout, ça représente 25 000 habitants. 25 000 habitants, c'est le quart de la ville. Avignon, ça fait 96 000 habitants. L'agglomération du Grand Avignon fait à peu près 200 000 habitants. Et on voit ici les endroits où vont se dessiner les projets qui ont été lauréats du quartier fertile, avec un acteur associatif à Montclar, un acteur de jardin partagé à Saint-Jean, et dans les quartiers sud-rocade, une parcelle aussi qui sera dédiée du jardin partagé. On peut voir ici un peu certains acteurs incontournables de ce que je disais, de l'agriculture périurbaine. Là, nous avons Semaille, c'est un jardin de cocagne sur 13 hectares.
Donc c'est conséquent, hein, 13 hectares, c'est 380 paniers qui sont distribués à des adhérents de l'association par semaine. Donc c'est une belle association de production et qui fait donc un chantier d'insertion. Et ici, on a les jardins partagés de Montfavet qui sont sur 2 hectares, qui sont eux en lien avec un centre social, le centre social de Montfavet, qui est sur la commune d'Avignon ici. Une ferme pilote en agroforesterie, pilotée par le groupement de recherche en agrobiologie, un lycée agricole qui a aussi 10 hectares de légumineuses. Donc, voilà. Donc là, on a abordé un peu l'alimentation par le côté, comment je vais dire, production agricole. Mais l'alimentation, c'est pas que ça. Hein. L'alimentation, ça va de la production à la transformation, à la distribution et à la consommation. Donc sur la consommation, je voudrais y revenir parce que ça va être plutôt les projets qui ont été orientés sur quartier fertile, c'est plutôt des choses qui ne sont pas liées avec la production, mais plus avec la consommation. Là, vous avez ça c'est une photo que j'ai prise du rapport. Il y a eu un rapport au Sénat qui est sorti sur l'alimentation durable de mai 2020, qui est assez intéressant. Donc là, on voit cette vignette qui est assez un nuage de mots. Donc dans les années 2000, quand on demandait aux gens ce qu'était le bien manger, il y avait les mots bon, goût, l'origine qui revenaient fort. Le paysage et le nuage de mots aujourd'hui, il n'est plus du tout le même. Le mot sans additifs, sans pesticides, revient beaucoup, très fort. Les légumes bio, etc. sont aussi très forts. Et c'est aujourd'hui une série de recommandations qui, sur 20 ans, ont fait évoluer un peu ce qu'on considérait du bien manger, le manger notamment 5 fruits et légumes par jour. Et ces recommandations, elles ont été plus incorporées, plus appropriées par des couches sociales supérieures, urbaines, moins dans les couches populaires qui sont dans les quartiers qui feront l'objet de rénovation urbaine, où la consommation carnée, par exemple, est supérieure. Il y a eu un basculement comme ça jusque dans les années 90. Plus on avait un niveau social haut, plus on mangeait de produits carnés. C'est moins vrai aujourd'hui. Voilà. Et puis aussi, on est dans une époque où on a été éloigné, le consommateur est éloigné du producteur. Le poisson, il n'est pas pané. Alors là, je vous ai mis un pied de chou de Bruxelles. Je l'ai mis parce que, alors moi, je suis élu à la ville, mais je suis cuisinier aussi. En fait, j'ai découvert très tardivement comment on poussait des choux de Bruxelles sur un pied comme ça. Et quand j'étais animateur dans une AMAP, et quand j'ai eu le producteur qui nous a distribué dans notre panier un pied de choux de Bruxelles, j'ai découvert comme ça poussait le long du pied. Et voilà. Mais c'est pour dire que le consommateur est très éloigné aujourd'hui de la production. Donc là, il y a un intérêt quand même dans ces quartiers fertiles à rapprocher le consommateur du producteur. Là, nous avons le quartier de Montclar, c'est tout à l'ouest d'Avignon. C'est un quartier qui va faire l'objet de rénovation urbaine. Vous avez ici quelques endroits qui vont être touchés. Donc, les rénovations de l'école Louis Gros, les rénovations de l'école Saint-Roch, puisqu'on va toucher les bâtiments publics. Ici, vous avez la Fabrica, qui est le théâtre de résidence du festival IN d'Avignon. Et voilà, et ici, c'est tout un quartier QPV, hein, avec la particularité de la copropriété du parc Saint-Roch. Donc ça, c'est du privé, mais c'est un privé très, très, très dégradé. Donc il y a eu un plan de sauvegarde qui nous a permis de venir au titre de l'ANRU intervenir à cet endroit-là. Et nous avons redessiné. Alors moi, je suis nouvel élu. Hein, quand je dis nous, c'est un peu un abus de langage, parce que moi j'étais élu en juin, donc c'est des choses qui voient le jour aujourd'hui. Mais j'étais pas dans la mandature précédente. Je m'excuse pour les autres élus à qui je
je m'approprie le travail, bon, peu importe. Donc voilà le quartier Pontclar où il y a un des projets qui va voir le jour, exactement ici. Donc là, vous avez la copropriété Saint-Roch qui était très dégradée. Et ici, un des projets du quartier fertile qui a vu le jour. Donc ça, c'est déjà plus d'actualité. Hein. Ici, vous allez avoir la ferme urbaine, le Tipeee, qui a vu le jour ici. Et ici, on a redessiné un parc qui fait le lien avec le parc du Pré du Curé ici. Il y a un parc qui a été inauguré en décembre, donc pour vous dire que c'est très récent. Et en redessinant le parc autour de ces habitations-là, on va relier avec le parc Colette. Donc ça, c'était une volonté urbaine de la mairie de dessiner une coulée verte. Donc avec le parc de Champfleury qui a redessiné autour du gymnase Génicou, le Pré du Curé que je vous ai montré, le parc Colette, le projet de rénovation urbaine ici. Et là, vous avez donc le projet Tipeee. Donc, comme on a un peu de temps. Alors sur ces volontés-là de la ville, de dessiner une coulée verte, de rénovation urbaine, etc., la ville dispose d'un outil, c'est le budget participatif. C'est un montant affecté qui s'élève à 1,5 million tous les ans, c'est-à-dire que c'est 5% du budget d'investissement qui est dédié sur le budget participatif avec une limite de 150 000 euros des projets fixés. Je vous ai mis un peu un extrait du règlement intérieur. Hein. Il faut que ce soit sur la commune, il faut que ça relève des compétences de la ville, il faut que ce soit d'intérêt général, il faut que ce soit cohérent avec le projet municipal. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ça ne peut pas aller totalement à l'encontre des valeurs qui ont été validées électoralement. Quoi. Il faut que ça concerne des dépenses d'investissement. C'est-à-dire que ne faut pas que derrière, il y ait un budget de fonctionnement qui soit alloué tous les ans. Il faut que ce soit réalisable. Bon, bref, une fois qu'un projet passe, est déposé, il y a un petit comité de pilotage avec les techniciens de la ville, du budget participatif, de la ville participative, avec le département de l'aménagement, puis on voit combien ça peut coûter à la louche avant de monter un budget, puis ensuite on le soumet au vote des habitants. Il y a à peu près 130 projets comme ça, entre 100 et 130 projets qui sont déposés chaque année, avec une vingtaine de lauréats. Donc, quand il y a un projet qui est déposé, qui match, j'ai envie de dire, totalement avec le projet de la ville, eh ben, on y va. Hein. On y va. Voilà, donc là, il y avait le projet Tipeee qui est arrivé, qui était déposé d'une projet de ferme urbaine à cet endroit-là. Donc, on a mis à disposition ce terrain-là. Donc, vous voyez, c'est un projet assez petit, hein, c'est pas sur 1 hectare. C'est pas un projet qui va avoir une finalité de production, assez peu. C'est un projet qui va avoir pour objectif, d'abord, c'est un lieu de référence dédié à la transition écologique, avec une série de débats qui va se passer, avec une certaine exemplarité dans la démarche de permaculture, et puis avec un équilibre, puisque c'est aussi voué à être un lieu récréatif, avec des concerts, je pense, etc., en lien avec le festival juste derrière. C'est un peu grâce à ça que cette association compte trouver un équilibre financier. Et puis le troisième objectif de cette association, puisqu'elle est aussi dans les dispositifs quartiers prioritaires de la ville, d'être en lien avec les habitants qui sont tout autour et en lien et faire de la mixité sociale. Donc ce projet, il est bien avancé, hein, puisqu'il a été inauguré le 5 septembre. Le confinement ne lui a pas permis de trouver un peu son rythme de croisière. Sa volonté, c'est de travailler avec les centres sociaux. Il y a un centre social juste à côté, le centre social de Montfleury, avec les écoles. Je les avais signalés, l'école Louis Gros, l'école Saint-Roch. Dans notre programme électoral, nous avions aussi la volonté de désimperméabiliser les écoles et puis d'avoir des unités un peu
maraîchère. Donc voilà, cette association-là est censée venir apporter son expertise dans la création des potagers pédagogiques au sein des écoles primaires. Bon, alors, ils n'ont pas trouvé encore un peu leur rythme sur tout ce qui était mixité sociale, etc. Plus que les confinements, les gardes. Et voilà, c'est un peu un péché de créer des dynamiques collectives, mais ils sont très volontaires sur ce domaine-là. Donc ce projet, quand on a déposé parce qu'il est lauréat des quartiers fertiles sur l'ANRU, en lien avec 3 autres projets. Un projet, alors là on est très loin encore, par contre, ici il doit y avoir aussi des jardins participatifs. Donc ça c'est sur le Nord Rocade, voilà, je suis délégué à ce quartier-là. Tout ça en bleu, c'est des bâtiments qui vont tomber. L'idée, c'est quand même, vu que c'est des quartiers assez pauvres, de créer un peu plus de mixité sociale et lutter contre l'effet ghettoisation, et puis de venir ici créer un peu plus apporter un peu plus de végétal dans cette zone qui est très dense. Et un 3e projet, alors là, c'est tout à l'est de la ville, aussi de jardins partagés sur une plus petite parcelle. Donc, je peux le signaler en bleu au quartier Saint-Jean, qui est donc toute cette zone-là. Voilà, qui doit être un peu redessinée aussi, en mettant en avant tout ce qui est services publics, zone commerciale un peu, un nouvel équipement public, les écoles rénovées également. Et à cet endroit-là, donc, des jardins partagés. Alors, le projet, là, il est moins avancé aussi que les autres. Il y a un autre projet, voilà, ici, avec un jardin partagé d'1 million de 1500 mètres, avec un aire de jeu accolé à côté. Donc, je crois que ça fait 10 parcelles de 10 mètres carrés, pilotées également par un centre social. Ok. Et juste peut-être pour préciser par rapport au budget participatif, qu'est-ce que le budget participatif a financé très concrètement sur l'installation? Enfin, on a bien entendu que c'était de l'investissement, mais peut-être plus précisément ce que ça... La mise en sécurisation, puisqu'il y a des grilles tout autour, apporter les premières terres, les premiers mobiliers. Voilà. Après, il y a eu aussi des mises en contact, puisqu'on a un projet de cyclo-compost avec des centres de compost qui étaient mis au tipi. Voilà, il y a ces 7 directions qui vont travailler sur ce projet-là à partir du moment où la ville l'accompagne, on les accompagne totalement, quoi. Donc, que ce soit de l'aménagement à la direction de l'urbanisme pour avoir tous les accords d'occupation publique, etc. Ok. Très bien, merci beaucoup. J'ai fait un peu en accéléré. De toute façon, le temps était court et en plus, on a démarré 10 minutes en retard. Mais si les gens peuvent rester 10 minutes de plus, peut-être on aura l'heure complète. Du coup, je vous invite vraiment les uns les autres à poser vos questions, voir si vous souhaitez prendre le micro pour poser des questions et intervenir. On a là à l'instant une question d'Alain Borde d'Ivry-sur-Seine pour savoir si la ville d'Avignon porte tous les terrains. Ou s'il y a d'autres partenaires porteurs. Alors oui, sur les budgets participatifs, on est sur le domaine public, parce que sinon la ville ne pourrait pas intervenir. Donc on est exclusivement sur du domaine public. J'avais une question à poser, que j'ai posée sur la discussion. Ça s'adressait à Madame Forzy. C'était de savoir si vous aviez un lien, vous aviez prévu un lien avec les cantines scolaires du quartier. Par exemple, pour la fourniture de légumes bio, par exemple, dans les cantines. Ouais, alors, au début, ça faisait partie des ambitions dans
Ça génère beaucoup de fantasmes aussi, ces projets-là. Donc, dans l'énergie initiale des élus autour du projet, il y avait cette question de comment on pouvait approvisionner les cantines. Il se trouve qu'à Lille, on a une cantine centrale, en fait, enfin une cuisine centrale, pardon, qui fabrique 14 000 repas par jour pour tous les petits écoliers lillois, qui sont nombreux. Et en fait, très vite, il y a plein de sujets, il y a plein de blocages liés à… Mais voilà, très vite, en termes de volume, on n'est pas du tout… Ça n'a aucun sens d'imaginer un site de 5000 m², voire même 1 hectare, prendre une place dans des circuits d'approvisionnement sur une cantine, sur une cuisine centrale aussi énorme qui achète du coup des très, très gros volumes. Après, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de pousser la question plutôt auprès des crèches. Il y a une crèche dans le quartier. Alors, c'est une crèche municipale. À nouveau, on retombe sur les enjeux de cuisine centrale. Mais la cuisine centrale pour les crèches, c'est beaucoup moins de repas avec plus d'attention aussi à la qualité. Enfin, je dis ça, il y a de la qualité aussi sur les écoles primaires, mais il y a on peut plus jouer apparemment sur les circuits d'approvisionnement et la qualité. Mais c'est pas clairement, pour prendre la question dans l'autre sens, la ville a décidé très vite de ne pas avoir une ferme en régie publique. Elle aurait pu se dire, bah, voilà, comme à Mouansartou, là, qui est toujours l'exemple qu'on sort, qui est intéressant. Voilà, on essaye d'avoir une ferme en régie. Bon, ce n'est pas du tout le choix de la ville, mais je pense que ça s'explique pour plein de raisons, mais en partie parce qu'en termes de foncier, on n'est pas du tout… on est dans une ville qui est énorme, il y a 230 000 habitants à Lille, dans une zone urbaine très dense et avec très très peu de… Il n'y a pas du tout de réserve foncière de la ville, que ce soit intramuros ou autour. C'est une ville qui est entourée, enfin, vous voyez comment c'est la métropole lilloise, enfin, je pense qu'on en a un peu une idée, c'est très très, très, très dense. C'est une réflexion, je pense, qui pourrait être plutôt menée à l'échelle métropolitaine, la question de comment on met à dispo des fonciers en termes de ceinture maraîchère. D'ailleurs, la métropole lilloise a un projet là-dessus et a mis à dispo 5 ou 6 hectares de terrain pour des maraîchers qui travaillent en circuit court sur la métropole. Mais voilà, on n'a pas pu aller très loin sur cette question. Non, mais effectivement, avec une cuisine centrale de 14 000 repas par jour, Voilà. ça me paraît complètement absolument impossible à réaliser. Ouais. Tout à fait. Non, je n'étais pas sur ces dimensions-là. Ok, mais je comprends. Malheureusement, ça clôt le débat assez vite, malheureusement. Mais bon, ça a d'autres avantages, la cuisine centrale. Ouais. Qui a été fait. Après, ça dépend. Hein. On en revient des cuisines centrales. Après, c'est vrai que quand on regarde les différents projets d'agriculture urbaine voilà, qui existent, on voit bien que la production alimentaire est rarement le seul objet, la seule fonction recherchée à un projet d'agriculture urbaine. Ça pourrait éventuellement, ce serait même presque un leurre de penser que ça pourrait avoir un rôle important sur la production alimentaire, sauf à vraiment se concentrer sur certaines denrées. Enfin, pour le coup, ça existe aussi des projets d'agriculture urbaine qui, centrés sur un type de denrées alimentaires, arrivent à avoir une production importante. Mais c'est vrai que généralement, c'est aussi des projets qui sont sur plusieurs fonctions, comme vous l'avez l'un et l'autre très bien démontré. Enfin, oui, par exemple, sur le Tipeee, la production alimentaire qu'ils vont faire, ils ne vont pas du tout la vendre. Ça va être une production qui va faire vivre un peu la dynamique bénévole de l'association. Ce qu'ils vont vendre, à la limite, ça va être les produits de la pépinière, parce qu'ils ont une petite pépinière, voilà, sur faire pousser des plants et puis revendre des plants, par contre. Et encore la moitié, l'autre moitié, ça sera pour participer aux dynamiques de jardins partagés et plantés dans les écoles. Donc voilà, les dynamiques, même dans leur modèle économique, c'est pas valorisé, la production. En tout cas, sur un si petit terrain. Après, la question de l'autonomie alimentaire des villes, évidemment, enfin, moi, j'ai plutôt tendance à l'évacuer très vite des débats, parce que dès qu'on place, comme vous venez de le dire, Chloé, dès qu'on place l'agriculture urbaine sur ce champ-là, elle est complètement dévalorisée en 2 secondes. Enfin, on voit très bien que les surfaces nécessaires pour nourrir des villes comme les nôtres, voilà,
n'y a pas de réponse du tout à chercher dans l'agriculture urbaine. Par contre, pour nous, le sujet de l'accès à l'alimentation durable reste l'un des leviers centraux. Et on sait bien que l'agriculture urbaine, elle est plutôt là pour faire des ponts. C'est vraiment des espaces de ponts, de liens, de mise en coopération entre des acteurs qui ne se croisent pas. Que ce soit, par exemple, à Concorde, on réfléchit à pouvoir aussi inviter des agriculteurs périurbains, venir expliquer leur métier. C'est aussi s'appuyer sur des espaces en ville qui sont dédiés à ces sujets d'alimentation pour valoriser globalement la production agricole et l'accès à une alimentation durable. Les cours de cuisine, le fait de comprendre comment pousser un légume, tout ça, on sait bien que ça participe de l'accès à l'alimentation durable et que ce n'est pas juste une histoire d'avoir des légumes produits juste. Quand on finançait comme ça l'investissement, on ne voulait pas avoir à financer au fonctionnement, parce qu'après, ça grève nos budgets d'investissement, etc. quoi. Donc, quand on soutient un projet associatif, il est censé avoir un modèle économique qui tient la route. Bon, après, voilà. Nous, là, en l'occurrence, on a une association qui répond très, très bien aux appels à projets. On ne se fait pas de mauvais sens sur le fait qu'ils soient capables de trouver de l'argent à droite et à gauche. Ouais, chez nous, la commande initiale, c'est un peu pareil, c'est de se dire la ville soutient l'investissement, puis après, il faut que les projets tournent. En vrai, on voit bien que les projets d'agriculture urbaine, ils continuent à dépendre des subventions publiques parce qu'ils rendent des services à la collectivité de toute façon. Et c'est tout le... moi, je pense que chez nous, c'est un sujet qui est en cours de réflexion. Je pense qu'on attend de voir précisément les services que vont apporter cette ferme urbaine, ces projets d'agriculture urbaine. Moi, ça ne me semblerait pas fou que, au nom des enjeux de biodiversité et des ateliers gratuits qui pourraient être proposés sur le quartier, la collectivité rémunère évidemment cette partie-là. Après, il faut voir quel est le modèle d'activité de la ferme. Mais c'est pas en effet, on ne peut pas dire au préalable la ville va financer le projet. L'idée, c'est que le projet se monte, fasse la démonstration des services qu'il rend, des activités qu'il propose, et de là, le modèle économique est à trouver. Mais il restera hybride, je pense, de toute façon. Il restera fondé sur des financements, des autofinancements et des financements publics. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup à tous les deux, Julien de Benito et Sandrine Forzy, pour vos témoignages. Beaucoup d'excuses, 1000 excuses pour ce faux départ et presque cette fausse arrivée, parce que j'ai encore eu un souci. Vous dire donc qu'on fera un retour sur cet échange. On partagera les ressources et les coordonnées, si vous en êtes d'accord, parce qu'il y avait aussi une demande d'avoir vos coordonnées. Et que le cycle d'échange du RTS continue et que le prochain rendez-vous a lieu dans un mois, pile, le 19 mars, autour de la place de l'alimentation durable dans la restauration collective, toujours en lien avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Grand merci et bonne journée à toutes et à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci.